La pluie tombait et verse sur l'enseigne délabrée du magasin général de Fletcher. Les lettres effacées étaient à peine visibles après des décennies de négligence. Margaret Maggie Fletcher se tenait sous un auvent affaissé, la clé serrée dans sa main, ses cheveux argentés assombris par la pluie. À 58 ans, les rides de son visage s'étaient creusées au fil des années passées à élever seuls ses enfants, à enseigner à des élèves du primaire et à porter des fardeaux qu'elle n'avait jamais vraiment partagés. Derrière elle, Sarah tripotait nerveusement son téléphone, dont la lumière illuminait son jeune visage. À 25 ans, fraîchement diplômée de l'université et impatiente face au rythme de la petite ville, elle ne faisait aucun effort pour cacher sa réticence. Maman, on pourrait simplement signer les papiers demain et en finir avec tout ça, dit Sarah en jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. L'agent immobilier a dit que l'offre de Morrison expirait vendredi. Maggie serra la clé entre ses doigts. Cela faisait 30 ans qu'elle avait quitté cet endroit. Elle avait fui la déception de son père et le poids d'attente qu'elle ne comprenait pas. Elle avait passé 30 ans à se construire une vie loin de Millbrook. Elle avait élevé Sarah seule après la mort de John. Elle avait économisé chaque centime pour l'éducation de sa fille. Et maintenant, elle se retrouvait ici, ramenée par la lettre d'un avocat et les dernières volontés de son père. Je dois d'abord voir, dit Maggie doucement, juste une fois. La serrure résista d'abord, grinçant sous le poids du thé. Avant de céder finalement dans un clic qui résonna dans la rue déserte. La porte s'ouvrit dans un grincement, libérant une odeur de poussière et de souvenirs oubliés. Êtes-vous déjà retourné dans un endroit que vous pensiez ne jamais revoir? Un endroit qui renferme vos premiers souvenirs, vos blessures les plus profondes. Partagez dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà dû affronter votre passé comme Maggie. À l'intérieur, le faisceau de la lampe torche de Maggie transperçait l'obscurité, éclairant des étagères couvertes de poussière, une ancienne caisse enregistreuse et des planches de parquet déformées par le temps. Dans le cône de lumière, des décennies s'effaçaient. Elle pouvait presque entendre la voix de sa mère l'appeler depuis l'arrière-boutique. Elle pouvait presque voir la grande silhouette de son père se déplacer entre les allées, vérifiant l'inventaire avec une précision méthodique. Cet endroit est pire que ce que j'imaginais, marmonna Sarah en retirant les toiles d'araignée de ses cheveux. Regarde le plafond. Il y a des dégâts causés par l'eau partout. Maggie s'enfonça dans le magasin, sa lampe torche révélant un calendrier toujours accroché au mur. 1993, l'année où elle était partie, figée dans le temps. Son père avait continué à exploiter le magasin pendant encore 10 ans après cela, réduisant progressivement les heures d'ouverture jusqu'à ce qu'il le ferme définitivement vers 2003. Selon l'avocat, votre grand-père tenait des registres méticuleux, dit-elle à Sarah en passant son doigt sur une étagère. Il notait chaque centime, chaque achat. Le magasin était tout pour lui. Plus que vous? Demanda Sarah, avant de le regretter immédiatement. Désolé, c'était non, répondit Maggie doucement. Tu as raison de poser la question. Le magasin passait toujours en premier, l'entreprise familiale avant la famille. C'est pour ça que je suis parti. Le lendemain matin, Elaine Henderson, de la First Millbrook Bank, arriva. Ses chaussures confortables claquaient sur le parquet déformé. À 65 ans, elle portait la mémoire institutionnelle de la ville dans ses yeux gris acier et ses dossiers soigneusement conservés. Maggie Fletcher. Je n'aurais jamais pensé te revoir en ville, dit-elle en lui serrant vigoureusement sur la main. Ton père était têtu. Il a refusé toutes les offres pour cet endroit au fil des ans. Certaines choses sont de famille, répondit Maggie avec un petit sourire. Elaine ne lui rendit pas son sourire. Ce bâtiment a besoin d'au moins 35 000 $ de réparation avant de pouvoir passer une inspection. Le toit est en mauvais état, les fondations s'affaissent de manière inégale, et je ne veux même pas penser à l'électricité. Et pourtant, Morrison Development offre 75 000 $, intervint Sarah, pour un bâtiment qu'ils vont probablement démolir de toute façon. Richard Morrison s'intéresse à cette propriété depuis des années, confirma Elaine. Son père et votre grand-père se sont disputés dans les années 60, mais Richard a persévéré. Je vais être honnête, c'est la meilleure offre que tu puisses obtenir. Après le départ d'Hélène, Maggie continua d'explorer les arrière-boutiques du magasin, tandis que Sarah appelait sa colocataire à Portland pour discuter de perspectives d'emploi. Dans ce qui avait autrefois été le bureau de son père,
Maggie découvrit un classeur encore rempli de livres de comptes, dont les reliures en cuir étaient craquelées par le temps. Powerhappen. Elle en sortit un, daté de 1943, et commença à feuilleter les pages couvertes d'une écriture soignée. Les notes d'inventaire standard laissaient place à des entrées cryptiques vers la fin. Expédition spéciale déplacée. 3 voyageurs sont arrivés sains et saufs au poste de contrôle nord. À côté de ces entrées, une petite rose des vents avait été dessinée à l'encre bleue avec soin. Sarah, appela-t-elle, viens voir ça. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, le téléphone toujours à la main. Qu'y a-t-il? Ces registres ont quelque chose d'étrange. Maggie lui montra les inscriptions étranges. Elles se trouvent dans tous les livres et remontent à plusieurs décennies. Sarah finit par s'intéresser à la question. Elle posa son téléphone et prit le registre, examinant l'encre délavée. C'était peut-être une sorte de code. Pourquoi exactement? Je ne sais pas, admit Maggie. Mais regarde ça. Elle désigna une photo qu'elle avait trouvée glissée entre les pages. Son père avec un groupe de personnes qu'elle ne reconnaissait pas, debout devant le magasin. Tous avaient l'air sérieux et son père se tenait légèrement à l'écart, la main posée sur l'épaule d'une jeune fille. Maggie elle-même, âgée peut-être de 7 ou 8 ans. La clochette au-dessus de la porte d'entrée tinta, les surprenant toutes les deux. Richard Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Son costume coûteux contrastait avec l'intérieur délabré du magasin. À 62 ans, il se comportait avec l'assurance que lui conféraient sa richesse et son influence. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés malgré l'humidité. « Mesdames », les salua-t-il avec un sourire étudié, « j'espère que vous ne m'excusez pas de vous déranger. J'ai vu que la lumière était allumée et j'ai pensé que je devais me présenter en personne. » Maggie se redressa instinctivement, plaçant le grand livre derrière elle. « Monsieur Marson, nous ne vous attendions pas. Appelez-moi Richard, je vous prie. Je crois qu'il est préférable de régler les questions importantes en face à face. » Son regard balaya l'intérieur, constatant les dégâts causés par l'eau, le bois pourri, la décrépitude évidente. « Je comprends que vous réfléchissiez à mon offre. Nous évaluons encore nos options, dit Sarah, d'un ton plus froid que celui de sa mère. Morrison acquiesça, le sourire inébranlable. Bien sûr, après tout, c'est une propriété familiale. Mais je dois dire qu'Ezra Fletcher a toujours été un homme aux opinions irréalistes sur beaucoup de choses. Son regard s'attarda brièvement sur le grand livre, partiellement visible derrière Maggie. Je porte mon offre à 90 000 $, mais seulement jusqu'à vendredi. Après cela, eh bien, les bâtiments dans cet état ont tendance à se détériorer rapidement. Après son départ, Maggie et Sarah restèrent silencieuses, réfléchissant à cette rencontre. Il y avait quelque chose d'étrange là-dedans, dit finalement Sarah. La façon dont il regardait ce grand livre. Il connaissait mon père, réfléchit Maggie, pas seulement de nom, mais suffisamment personnellement pour avoir une opinion. La cloche sonna à nouveau et les deux femmes se retournèrent, s'attendant à voir revenir Morrison. Au lieu de cela, une femme âgée se tenait dans l'embrasure de la porte, le dos droit malgré son âge, ses cheveux blancs tirés en un chignon soigné. Elle portait une canne, mais semblait l'utiliser plus comme un accessoire que par nécessité. Eleanor Peaton, se présenta-t-elle, d'une voix plus forte que ne le laissait supposer sa silhouette frêle. J'étais une amie de votre père, Maggie. Il y a des choses que vous devriez savoir à propos d'Ezra avant de vendre cet endroit. Maggie sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur estivale. Quel genre de choses? Le regard d'Eleanor était direct et sans concession. Ce magasin n'était pas seulement un magasin. Il faisait partie d'une histoire que beaucoup préféreraient enterrer. Ce soir-là, l'exploration fébrile de Sarah aboutit à une découverte. Alors qu'elle arpentait la pièce principale du magasin, exprimant sa frustration à son petit ami au téléphone, ses pas produisirent un son creux près du coin arrière. Elle piétina à nouveau, puis s'accroupit, passant ses doigts sur les planches du sol. « Je te rappelle, » dit-elle à son petit ami avant de raccrocher. « Maman, j'ai trouvé quelque chose. » Maggie se précipita depuis la kitchenette où elle préparait du thé. « Qu'est-ce que c'est? » « Ces planches ont un son différent, » expliqua Sarah en tapotant le sol. « Et regarde, elles sont d'une couleur légèrement différente, comme si elles avaient été remplacées. » Maggie fixa cette partie du sol, se remémorant des souvenirs. « Cette zone était toujours interdite d'accès quand j'étais enfant. Papa disait que le sol était fragile à cet endroit. Dangereux.
Elles se trouvèrent d'un pied de biche dans le débarras et, après un moment d'hésitation, soulevèrent la première planche. Au lieu de voir le sol ou les fondations en dessous, elles laissent de découvrir l'obscurité, un vide sous le plancher. La lampe torche du téléphone de Sarah révéla ce qui semblait être le haut d'un escalier en pierre descendant dans l'ombre. « Oh mon Dieu !» murmura Maggie. À mesure qu'elle retirait les planches, l'entrée d'un escalier caché apparut. Une petite rose des vents identique à celle des registres était sculptée dans la pierre au-dessus de l'ouverture. Elles se regardèrent, les yeux remplis d'excitation et d'appréhension. « Devrions-nous » Sarah fit un geste vers l'obscurité. Maggie acquiesça lentement. « Je pense que nous devons le faire. » L'escalier descendait abruptement vers une pièce qui défiait l'entendement. La lampe torche de Maggie révéla une pièce plus grande que le rez-de-chaussée du magasin. Son plafond était soutenu par des arches en briques qui témoignaient d'une grande expertise en ingénierie. Des étagères en bois tapissaient les murs. Et malgré les problèmes évidents d'humidité dans le bâtiment au-dessus, l'espace était complètement sec. « Toutes ces années, » murmura Maggie en s'enfonçant dans la pièce, « il avait tout un monde sous mes pieds, et je ne l'ai jamais su. » Les étagères contenaient des centaines d'objets. Livres, documents, photographies, effets personnels et petits objets de valeur, tous rangés avec un soin méticuleux. Tout était étiqueté avec des dates et des initiales, créant un catalogue qui couvrait près de 8 décennies. Au centre de la pièce se trouvait un bureau fabriqué dans le même chêne que le comptoir d'origine du magasin. Les tiroirs étaient fermés par une serrure en laiton à l'ancienne, et sur le bureau trônait une enveloppe adressée à Maggie, écrite de la main caractéristique d'Ezra Fletcher. « Maggie, quand tu seras prête à comprendre. » À l'intérieur se trouvait une clé en laiton finement sculptée de symboles maçonniques et une brève note. Cette clé ouvre plus que des serrures. Elle ouvre la vérité sur le véritable travail de notre famille. La clé s'insérait parfaitement dans la serrure du bureau et le tiroir s'ouvrait pour révéler le véritable héritage d'Ezra Fletcher. Le tiroir du haut contenait des cartes indiquant des passages souterrains, des refuges et des itinéraires reliant des réseaux similaires dans tout l'État. Le deuxième tiroir contenait de la correspondance datant des années 1940, écrite dans un code soigné, mais documentant clairement les mouvements de personnes dans la région. « Maman, » dit Sarah d'une voix étouffée par l'émerveillement, « je pense que grand-père dirigeait une sorte de chemin de fer clandestin. » Maggie examina une lettre datée d'octobre 1943 et sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Pas seulement l'époque de la guerre civile, c'était de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Regardez ces noms, ces dates. Des personnes fuyant la persécution qui ne pouvaient pas utiliser les voies officielles. Les photographies racontaient l'histoire la plus poignante. Des familles avec des enfants, des couples âgés, des jeunes hommes et femmes voyageant seuls, tous capturés dans des moments d'espoir et de désespoir. Au dos de chaque photographie, Ezra avait écrit de brèves notes. Passage sécurisé de la famille Kowalski à Montréal, décembre 1956. Les frères Muller, déserteurs allemands, 3 nuits avant de poursuivre leur route vers New York, août 1943. Sarah trouva un dossier sur le départ de Maggie à l'âge de 18 ans. Les notes écrites de la main d'Ezra détaillaient son angoisse. « Margaret est partie aujourd'hui après notre pire dispute à ce jour. Je ne peux pas expliquer le réseau sans la mettre en danger. Mieux vaut qu'elle me déteste plutôt que de porter ce fardeau. Anna dit que j'ai tort, que nous devrions faire confiance à notre fille. Elle a peut-être raison, mais il est trop tard maintenant. » Maggie s'assit lourdement sur la chaise de bureau, les larmes aux yeux. « Il ne m'a jamais fait suffisamment confiance pour me dire la vérité. J'aurais pu comprendre. J'aurais pu aider. » « Cela change la façon dont je le vois, » dit Sarah doucement. « Grand-père faisait quelque chose de vraiment important. Cela change aussi la façon dont je nous vois. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a changé votre façon de voir vos proches? Partagez votre expérience dans les commentaires ou cliquez simplement sur « J'aime » si vous avez vécu quelque chose de similaire. Eleanor Piton revint le lendemain matin, apportant avec elle les connaissances accumulées au cours de décennies de travail secret. Elle leur montra un panneau caché dans le mur de la pièce, révélant une autre petite pièce. À l'intérieur se trouvaient des caisses en bois et des coffres forts en métal, chacun soigneusement étiqueté avec des dates et des initiales. Lorsque Maggie ouvrit la première caisse avec des mains tremblantes, ils se retrouvèrent face à un véritable trésor.
Des pièces d'or brillaient à la lumière de la lampe torche. Des American Eagles, des feuilles d'érable canadiennes et des pièces plus anciennes qui ressemblaient à des artefacts de musée. Les pièces étaient rangées dans des sacs en tissu, chacun marqué d'un montant et d'une date allant des années 1940 à il y a quelques années seulement. Ce sont des cadeaux des personnes que votre famille a aidées, expliqua Eleanor d'une voix douce et respectueuse. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient pour aider ceux qui viendraient après eux. Sarah sortit un collier en diamant d'un des coffres forts et lut la carte qui l'accompagnait. Offert par Maria Santos, 1967, pour soutenir la poursuite des activités du réseau. Il doit y avoir des centaines de milliers de dollars ici, murmura-t-elle. Au moins, confirma Eleanor. Mais ton grand-père ne s'en est jamais servi pour lui-même. C'était toujours pour le travail. Quel était exactement ce réseau? Demanda Maggie. Eleanor s'installa sur une chaise en bois, sa canne appuyée contre son genou. 7 familles de notre région y participaient. Les Fletcher en étaient le pivot. Ils tenaient les registres, coordonnaient tout. Nous avons aidé des personnes fuyant la persécution, des survivants de l'Holocauste dans les années 40, des réfugiés d'Europe de l'Est dans les années 50, des militants des droits civiques du Sud dans les années 60. Plus tard, ceux qui fuyaient la guerre au Vietnam, au Salvador, en Syrie. Le besoin n'a jamais cessé. Il a simplement changé de forme. Et mon père a continué ce travail jusqu'à sa mort, demanda Maggie. Jusqu'à ce que sa santé le lâche au cours des derniers mois, acquiesça Eleanor. Il n'a jamais cessé d'espérer que tu reviendrais, Maggie. Qu'un jour tu comprendrais. Cette nuit-là, quelqu'un s'est introduit dans le magasin. Rien n'a été volé, mais les tiroirs ont été vidés, les meubles déplacés et une note a été laissée sur le comptoir. Certaines histoires devraient rester enfouies. Prends l'argent et pars, ou tu en subiras les conséquences. Le lendemain, Martha du restaurant local a mentionné avoir vu des hommes étranges surveiller le magasin. Une berline sombre, immatriculée dans un autre État, était garée de l'autre côté de la rue depuis 3 nuits consécutives. Sarah a commencé à faire des recherches en ligne sur le promoteur immobilier Morrison et a découvert qu'il avait l'habitude d'acheter et de démolir des bâtiments historiques dans toute la région. Il cible des lieux ayant une importance historique, a-t-elle dit à Maggie. Mais pourquoi? La réponse est venue d'Eleanor, qui est arrivée avec un dossier de documents qu'elle hésitait à partager, même avec Ezra. Elle a expliqué que l'arrière-grand-père de Richard Morrison était Samuel Morrison, l'un des chasseurs d'esclaves les plus notoires de la région avant la guerre civile, en étalant de vieux articles de journaux sur le bureau. Il avait fait fortune en ramenant les esclaves fugitifs à leurs propriétaires. « Quel est le rapport avec notre magasin? » demanda Sarah. Le juge James Morrison, le père de Richard, a découvert ses documents familiaux dans les années 1960. Horrifié par les activités de ses ancêtres, il a tenté de se racheter. C'est pourquoi il a rejoint notre réseau et utilisé son influence juridique pour protéger les propriétés servant de refuge. La voix d'Eleanor se fit plus tendue. Mais lorsque Richard est revenu du Vietnam, il avait une vision différente de l'héritage de sa famille. Il considérait Samuel Morrison comme un patriote qui protégeait les droits de propriété et maintenait l'ordre social. Lorsqu'il a découvert l'implication de son père dans notre réseau, il a menacé de tout révéler. Cette révélation frappa Maggie comme un coup physique. Morrison ne cherche donc pas seulement à développer des propriétés, il tente d'effacer les preuves de la rédemption de son père et du passé sombre de sa famille. Il achète et détruit systématiquement tous les sites liés au chemin de fer clandestin dans 4 États. Eleanor confirma d'un ton sinistre. « Votre magasin est l'un des derniers. » À l'approche de la date limite de l'offre de Morrison, la tension entre Maggie et Sarah dégénéra en conflit ouvert. « Nous pourrions rembourser tes prêts étudiants, » a fait valoir Sarah. « Tu pourrais prendre ta retraite confortablement au lieu d'enseigner encore 5 ans. Ce n'est pas notre combat. » « C'est exactement notre combat, » a rétorqué Maggie. « C'est notre histoire, l'héritage de mon père, un héritage qu'il ne t'a même jamais confié. » Sarah a répliqué, « Je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce passé. C'était le fardeau de grand-père, pas le nôtre. » Sarah est sortie en trombe, laissant Maggie seule face au poids de la décision. Cette nuit-là, elle s'est rendue au cimetière pour la première fois, se tenant devant les tombes de ses parents alors que la pluie tombait doucement autour d'elle. « Je suis désolée de ne pas avoir compris, » a-t-elle murmuré. « Je suis désolée de ne jamais être revenue. » De retour au magasin, Maggie a trouvé les journaux intimes de son père
et les a lus à la lumière d'une lampe jusqu'à l'aube. Les notes révélaient le prix à payer pour diriger un réseau aussi dangereux. La peur constante d'être découvert et la satisfaction de savoir que des familles étaient en sécurité grâce à ces efforts. Mais les notes les plus poignantes étaient celles qui concernaient Maggie elle-même, sa fierté de son indépendance, son regret de leur éloignement, son espoir qu'elle revienne un jour. Cette nuit-là, alors que Maggie somnolait par intermittence dans le petit appartement au-dessus du magasin, les souvenirs lui revinrent avec une clarté saisissante. Le bruit des pas dans les escaliers à des heures inhabituelles, des voix étouffées dans des langues qu'elle ne comprenait pas, les conversations chuchotées de son père au téléphone, qui se taisait lorsqu'elle entrait dans la pièce. Un souvenir particulièrement vif lui revint. Elle avait peut-être 10 ans, elle s'était réveillée assoiffée pendant la nuit. Elle descendit discrètement pour aller chercher de l'eau et aperçut son père qui guidait une famille à travers l'arrière-boutique. Un homme et une femme au regard hagard, deux petits-enfants serrant la main de leurs parents. Son père l'avait remarqué, figé dans l'embrasure de la porte, et l'avait renvoyé gentiment mais fermement au lit en posant un doigt sur ses lèvres. Le lendemain matin, il lui avait dit qu'elle avait rêvé, et elle avait fini par le croire. Maggie eut le souffle coupé et se redressa dans son lit. « Je les ai vus », murmura-t-elle dans la pièce vide. « J'ai vu les gens qui l'aidaient. J'avais oublié ou je m'étais forcé à oublier. » Un autre souvenir à 16 ans, lorsqu'elle avait trouvé une femme étrange endormie dans leur chambre d'amis. L'avertissement sévère de son père de ne pas s'approcher. Son explication selon laquelle il s'agissait simplement d'une cousine éloignée de passage. La façon dont la femme s'était éclipsée avant l'aube. Comment Maggie avait aperçu son père remettre une enveloppe à la femme avant qu'elle ne monte dans une voiture qui l'attendait. Pendant toutes ces années, elle avait pensé que son père l'avait tenue à distance parce qu'elle n'était pas assez importante. La vérité était presque insupportablement différente. Il l'avait protégée d'une connaissance qui aurait pu la mettre en danger. Et ce faisant, il l'avait perdue. Sarah n'est pas retournée au magasin ce soir-là. Elle a préféré se rendre à Carlisle, la ville universitaire la plus proche. Le département d'histoire était calme pendant la session d'été, mais elle a trouvé le Dr. Abigail Williams, dont elle avait découvert les travaux sur les chemins de fer clandestins lors de ses recherches en ligne. « Je sais qu'il n'est pas très orthodoxe de se présenter sans rendez-vous », commença Sarah, assise nerveusement sur une chaise en face du bureau du Dr. Williams. « Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle montra au professeur les photos qu'elle avait prises des registres, en prenant soin de ne pas révéler l'emplacement du magasin. Les yeux du Dr. Williams s'écarquillèrent lorsqu'elle examina les images. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. La plupart des stations documentées du chemin de fer clandestine ont cessé leurs activités après la guerre civile. Un réseau qui a fonctionné tout au long du 20e siècle. Où avez-vous trouvé cela? Dans le magasin de mon grand-père, admit Sarah. À Millbrook, chez Ezra Fletcher. Le Dr. Williams leva brusquement les yeux. J'ai essayé de documenter ce site pendant des années, mais votre grand-père a toujours refusé les interviews. Vous étiez au courant? Sarah était stupéfaite. Il y avait des rumeurs, des récits oraux que j'ai recueillis auprès de résidents âgés, mais rien de concret jusqu'à présent. Elle se pencha en avant avec enthousiasme. Cela pourrait être l'une des découvertes historiques les plus importantes de notre région. Il existe une procédure d'inscription d'urgence au patrimoine historique par le Service des parcs nationaux pour les sites menacés de destruction imminente. Le bâtiment est-il en danger? Un promoteur immobilier veut le démolir d'ici la fin de la semaine, répondit Sarah. Le Dr. Williams était déjà en train de chercher son téléphone. Alors nous n'avons pas de temps à perdre. Le lendemain matin, une visiteuse inattendue se présenta, Martha Kowalski, âgée de 70 ans, apportant une assiette de biscuits et de vieilles photos. « Votre père a aidé mes parents à fuir la Pologne en 1956, dit-elle en étalant les photos sur le comptoir. Je ne serais pas là sans lui. Tout au long de la journée, d'autres résidents âgés se présentèrent, chacun avec des anecdotes sur le travail secret d'Ezra Fletcher. Dans l'après-midi, une petite foule s'était rassemblée dans le magasin, partageant ses souvenirs et examinant les artefacts que Maggie avait soigneusement remontés du sous-sol. La cloche sonna à nouveau et Sarah entra, accompagnée du Dr. Williams et de deux représentants du Service des parcs nationaux, qui avaient fait le trajet en voiture depuis Washington, D.C., pendant la nuit. « J'avais tort, maman, dit-elle en serrant Maggie dans ses bras. Nous ne pouvons pas simplement vendre cet héritage.
Nous devons le protéger. Le Dr Thomas Chin, conservateur principal du Service des parcs nationaux, expliqua la situation. Nous avons lancé une procédure d'urgence en vertu de la loi sur la préservation historique. Ce site remplit les conditions pour bénéficier d'une protection temporaire immédiate sur la base des documents fournis par Sarah et le Dr Williams. La procédure prend normalement plusieurs mois, ajouta sa collègue Lisa Diaz. Mais il existe une disposition spéciale pour les biens présentant une importance historique exceptionnelle qui sont menacés dans l'immédiat. Nous avons été en contact téléphonique avec le ministère de l'Intérieur toute la matinée. Sarah a présenté les prochaines étapes. Il s'agit de remplir la documentation détaillée requise pour la désignation permanente, de créer des archives numériques des dossiers du réseau et de créer une fondation pour préserver le site et poursuivre sa mission humanitaire. L'université est prête à fournir une assistance technique, a ajouté le Dr Williams, et plusieurs sociétés historiques ont déjà promis leur soutien. La confrontation finale a eu lieu à l'approche du soir. Morrison est arrivé avec sa petite armée, ses avocats et ses associés intimidants. Il a semblé surpris par la foule des habitants de la ville et les visiteurs à l'allure officielle, mais il a rapidement retrouvé son sang-froid. Mademoiselle Fletcher, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le magasin désormais silencieux, ma dernière offre est de 150 000 $, mais elle expire aujourd'hui. Je vous recommande vivement de l'accepter. Maggie s'est avancée, Sarah à ses côtés, les habitantes de la ville derrière elle. Monsieur Morrison, effacer l'histoire ne la change pas. J'ai perdu 30 ans à ne pas comprendre mon héritage. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Elle lui tendit l'ordonnance de protection d'urgence du Service des parcs nationaux. Cette désignation offrait une protection fédérale contre la démolition et permettait au bâtiment de bénéficier d'importantes subventions pour sa préservation. Il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes du réseau humanitaire de ces dernières années, expliqua le Dr Chen. Les documents fournis comblent des lacunes cruciales dans notre compréhension de la manière dont ces opérations se sont poursuivies jusqu'à l'ère moderne. Le visage de M. Morrison s'est empourpré de colère, mais son conseiller juridique lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Sans un mot, il s'est retourné et est parti, suivi de son entourage. La transformation du magasin général de Fletcher a commencé immédiatement. Maggie a utilisé ses économies de retraite pour lancer la restauration, tandis que Sarah a mis à profit son diplôme d'histoire pour cataloguer et préserver les archives. Le trésor découvert sous le magasin a été placé dans une fiducie dédiée à la poursuite de la mission du magasin, qui consiste à aider les réfugiés et les demandeurs d'asile dans le besoin. Dans les semaines qui suivirent, le service des parcs accéléra le processus d'inscription permanente. Des architectes spécialisés dans l'histoire inspectèrent le bâtiment, des spécialistes de la conservation examinèrent les documents et des avocats du gouvernement préparèrent les documents finaux de désignation. Le processus, qui prenait normalement 1 an, fut réduit à quelques mois grâce à des dispositions d'urgence rarement utilisées, mais essentielles pour les propriétés d'une importance exceptionnelle. 1 mois après l'inauguration du musée, des ouvriers découvrirent une dernière lettre cachée dans le mur, écrite par Ezra juste avant sa mort. « Ma chère fille, disait-elle, je ne savais pas comment te parler de notre véritable travail. J'espère qu'un jour tu comprendras et que tu me pardonneras. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger les autres, y compris toi. Mais en te protégeant de la vérité, je t'ai perdu. Ce fut mon plus grand échec. » La cérémonie d'inauguration du musée a rassemblé des familles de tout le pays, des descendants de personnes que le réseau Fletcher avait aidées au fil des générations. Une jeune Syrienne a raconté comment Ezra avait aidé sa famille à rejoindre le Canada en toute sécurité, 5 ans seulement avant sa mort. Debout devant la foule rassemblée, Maggie a senti un poids lui être enlevé des épaules. Parfois, nous devons revenir sur notre passé pour comprendre qui nous sommes vraiment et trouver notre chemin vers l'avenir. Elle a déclaré, « Cet endroit ne sert pas seulement à préserver l'histoire, il sert à perpétuer un héritage de compassion et de courage. » Elle a jeté un coup d'œil à Sarah, qui lui a souri à travers ses larmes. En sauvant l'histoire de leur famille, elles avaient trouvé quelque chose qu'elles n'attendaient pas, un objectif commun pour panser une blessure qui s'était étendue sur plusieurs générations. Les plus grands trésors, conclut Maggie, ne sont pas ceux qui sont cachés sous le plancher, mais les liens que nous tissons en nous serrant les coudes lorsque cela compte le plus.
Avez-vous déjà constaté que parfois, le passé détient la clé qui nous ouvre les portes de l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.